Rahman Rahim. Toujours dans le cadre de renforcement de l'enseignement des sciences de la vie et de la terre au niveau des lycées marocains, je continue ce cours de renforcement avec l'unité 1 toujours, la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Toujours dans le cas du chapitre 1, les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule. On avait vu dans des vidéos précédentes où et comment s'effectue la glycolyse au niveau de la cellule. Dans une autre vidéo, on a vu les oxydations respiratoires et rôle des mitochondries avec un exercice et sa correction bien sûr. Alors, dans cette partie de la leçon, on va voir quelles sont les phases de la respiration cellulaire suite à une question de l'exercice précédent. Quelles sont les phases de la respiration cellulaire? Alors, les phases de la respiration cellulaire sont, premièrement, la glycolyse qui s'effectue au niveau de l'hyaloplasme. Je vous rappelle ici, voir vidéo, bien sûr, numéro 1, la réaction globale de la glycolyse. C6H12O6, plus 2 NAD+, 2H plus 2H plus 2 électrons, plus 2 ADP plus PI. Alors, glycolyse, bien sûr, dégradation, déshydrogénation du glucose, formation de 2 molécules d'acide pyruvique, plus 2 molécules de l'accepteur de protons, le 2-NADH2, plus la formation de 2 ATP. Et puisque l'oxydation d'une seule molécule de NADH2 fournit 3 ATP, donc 2 fois 3, 6, plus 2, ça fait 8. Je rappelle que les réactions de la glycolyse sont des réactions anaérobies et c'est une phase qui est commune à la respiration et à la fermentation. Alors, la deuxième phase, c'est l'oxydation de l'acide pyruvique au niveau des mitochondries. Voilà, on peut diviser cette phase en 3 phases. La première phase, formation de l'acétylcoenzyme A. La deuxième phase, c'est le cycle de Krebs. La troisième phase, c'est la chaîne respiratoire et la phosphorylation oxydative. Les détails. Alors, lorsqu'une molécule d'acide pyruvique pénètre dans la mitochondrie, il subit une déshydrogénation. L'hydrogène est accepté par l'accepteur de protons NAD+, et une autre réaction, c'est la décarboxylation de l'acide pyruvique. Formation d'un groupement qu'on appelle le groupement acétyl. Le voilà, qui va s'unir avec une molécule, un coenzyme A appelé coenzyme ASH. C'est une molécule contenant du soufre hydrohydrogène. Alors, donc, liaison de l'acétyl, du groupement acétyl avec cette molécule, ce qui donnera ce qu'on appelle l'acétylcoenzyme A, de formule CH3CO S-coenzyme A. D'accord? C'est une molécule à 2 carbones, C2. Alors, celle-ci va s'unir avec une molécule appelée acide oxaloacétique. C'est une molécule à 4 carbones, voilà. Donc, qui va donner une autre molécule à 6 carbones appelée l'acide citrique. Ça, c'est l'acide citrique. Alors, ce dernier va subir une décarboxylation. Et alors, le carbone est rejeté sous forme de CO2, c'est normal, voilà. Et formation d'une molécule ici de NADH2, donc une déshydrogénation plus décarboxylation, ce qui va donner une autre molécule en C5. Cette dernière va subir la même chose, c'est-à-dire une décarboxylation plus la formation de NADH2, ce qui va donner une molécule en C4 donc C4, c'est on retourne vers l'acide oxaloacétique, bien sûr, avec formation une molécule de NADH2 et une molécule de FADH2, plus une molécule supplémentaire d'ATP.
partir de l'ADP plus PE. Alors, ce phosphore inorganique provient d'une autre molécule appelée GTP, guanosine triphosphate, qui va céder le phosphore en se transformant en GDP, qui va céder le phosphore pour que la phosphorylation ADP plus PE donne ATP. Alors, le bilan énergétique de ces réactions, bien sûr, de décarboxylation et de déshydrogénation, formation, bien sûr, de 4-NADH2. Voilà une. Lors de la première phase, c'est-à-dire la formation de l'acétylcoenzyme A. Et dans le cycle de Krebs, donc je rappelle que ces réactions de la deuxième phase sont appelées cycle de Krebs. Formation donc de, alors 1, 2, alors 1, 2, 3 et 4. Donc 4 molécules de NADH2, ce qui va donner 12 ATP, puisqu'une molécule de NADH2 s'oxyde et fournit 3 ATP, 4 x 3, 12. Alors plus une molécule de FADH2, voilà. Son oxydation fournit 2 ATP, donc 12 plus 2, 12 plus 2 ça fait 14, plus un ATP supplémentaire, donc ça va donner donc 15 ATP, et puisque la glycolyse donne dans l'hyaloplasme 2 acides pyruviques, donc 15 fois 2 ça fait 30 ATP. D'accord? Alors, une seule molécule de glucose par glycolyse donne 8 ATP. On revient ici, vous vous souvenez, donc la glycolyse, 8 ATP. 8 ATP plus les 30 de la matrice, donc de la mitochondrie, donc c'est 38 ATP lors d'une oxydation d'une molécule de glucose. Alors, la troisième phase, c'est ce qu'on appelle la chaîne respiratoire et phosphorylation oxydative. Alors, il débute par quoi? Par la réoxydation de NADH2 et FADH2. D'accord? Alors, le schéma suivant nous montre donc comment se fait cette réoxydation. Alors, je rappelle ici donc la structure de la mitochondrie. Vous avez une membrane externe de la mitochondrie, vous avez la membrane interne, alors, et entre les deux, il y a l'espace intermembranaire, et vous avez ici la matrice. Alors, la réoxydation, bien sûr, se fait au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, avec les enzymes qui vont réoxyder le NADH2 en NAD+, plus 2H+, plus 2 électrons. La même chose pour FADH2. C'est la même chose. Donc, on aura ici la forme oxydée, plus 2H+, plus 2 électrons. Alors, les électrons vont passer par une série de transporteurs membranaires, par bien sûr des réactions d'oxydoréduction. Alors la réoxydation de NADH2 donne par exemple 2 électrons. Les 2 électrons vont, les transmettre vont vers un transporteur T1 qui passe de la forme oxydée vers la forme réduite. Ce dernier va s'oxyder et une autre molécule T2 qui va se réduire après se réduire. Ensuite, il va s'oxyder et donne les électrons, bien un transporteur T3. Ainsi, c'est une série de réactions de perte et gain d'électrons. Alors, T3 vers T4, T5, T6, T7, T8, jusqu'à l'accepteur final qui est l'oxygène. Alors, l'oxygène se réduit, plus des électrons, donc formation de O2-. D'accord? Donc, pour les électrons. Alors, la réoxydation continue des molécules de NADH2 et FADH2, alors, s'accompagne du passage des protons dans l'espace intermembranaire. On aura une accumulation de protons H+, au niveau de l'espace intermembranaire. Donc, augmentation de la concentration des protons, ce qui va donner un pH I, l'espace intermembranaire, inférieur à 7, c'est-à-dire pH acide, par rapport à la matrice, qui est donc la diminution, on aura une diminution
de la concentration des H+ dans la matrice, avec un pH qui va être basique. D'accord? Donc, on a une différence de pH entre la matrice et l'espace intermembrane. Delta H égale pHI moins pHM. Alors, cette situation, bien sûr, n'est pas stable. Donc, il y a ce qu'on appelle, je rappelle donc la membrane interne de la mitochondrie est tapissée d'enzymes appelées sphères pédonculées. Ce sont des enzymes appelées encore ou ATP synthétase, sphères pédonculées. Alors, ce complexe protéique va faire revenir les H+, les protons, vers la matrice. Donc, je rappelle que l'écart de la concentration de protons entre l'espace intermembranaire et la matrice, alors, forme ce qu'on appelle un gradient de protons. C'est un gradient de protons. Un gradient de protons, une différence de pH. Alors, cette différence de pH est elle-même une énergie que la sphère pédonculée ou ATP synthétase exploite, utilise en faisant orienter les H+ vers la matrice et en profitant de ce gradient pour la phosphorylation de l'ADP en ATP. Cette phosphorylation, bien sûr, s'accompagne de la formation de l'eau. Donc, réduction de l'oxygène, le dernier accepteur d'électrons et de protons, réduction de l'oxygène et formation de l'eau. Et puisque cette phosphorylation oxydative se fait en présence d'oxygène, donc elle est appelée phosphorylation oxydative. Donc, merci de votre attention. Essayez de voir et de revoir cette vidéo pour bien comprendre les phases de la respiration. Bon courage à tout le monde et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.